Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors aujourd'hui nous intéressons à une biographie réalisée par Emmanuel de Varesquiel dans le cadre de notre émission sur les chroniques littéraires. C'est pas tout à fait une biographie d'ailleurs, c'est le récit d'un épisode, l'épisode final de la vie de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI. Donc c'est naturellement le procès de Marie-Antoinette en octobre 1793, un procès très rapide, on va le voir, avec une issue bien connue, la mort de l'ancienne reine de France par la guillotine, tout comme son mari en janvier 1793. Nous allons donc vous raconter, au travers de la lecture de cet ouvrage de Varesquiel, dont Benjamin tu préciseras tout à l'heure quelles ont peut-être été les précédentes œuvres, nous allons vous raconter finalement un épisode qui n'est pas étrangement un épisode très important du récit de la Révolution française, qui est un peu plus important au sein du récit de la Terreur, parce que vous le savez, cet épisode, Benjamin, s'inscrit dans cette année 1793-1794, qui est un peu la radicalisation de la Révolution française. Oui, alors on va peut-être revenir sur qui est Emmanuel de Varesquiel et quel est son parcours et quelles sont ses publications. Alors Emmanuel de Varesquiel s'est fait connaître par la publication de sa biographie de Fouché. Fouché et Talleyrand, il a fait les deux, le vice et la vertu, pour reprendre les mots de Chateaubriand. Ce sont ces deux biographies qui ont apporté à Emmanuel de Varesquiel une notoriété et une autorité dans le métier d'historien. Alors, ces sujets tournent un peu autour de la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle, l'Empire, la Restauration, et ça va quand même jusqu'à l'extrême fin du XIXe siècle, puisqu'il a quand même co-dirigé un ouvrage, Les Lys et la République, qui est consacré, je cherchais le mot, au comte de Chambord. Il a récemment fait une réédité, il avait fait un ouvrage collectif avec Benoît Hiver sur la Restauration. Il a réédité, retravaillé son précédent travail et l'a sorti sous un nouveau titre, C'est la Révolution qui continue. Donc ça s'est sorti il y a environ 4 ans. Et puis il y a un an est sorti donc ce livre dans lequel il s'intéresse à ce procès de Marie-Antoinette, qui est vrai ne tient pas une place très importante dans l'histoire de la Révolution française, cet événement étant éclipsé par le grand procès qui avait eu lieu dans cette année 1793, qui était le procès de Louis XVI, qui s'est terminé le 21 janvier par l'exécution du roi. Oui, effectivement, il y a un distinguo qui peut être fait facilement entre les deux procès, c'est la durée aussi, puisque le procès de Louis XVI, je pense, dure à peu près un mois, me semble-t-il. Le procès de Marie-Antoinette, lui, dure à peine 2 jours. Juste pour revenir brièvement sur Varesquiel, il est né en 1957, c'est comme beaucoup d'historiens un ancien élève de l'École normale supérieure, ENS. Il est docteur en histoire et professeur à l'école pratique des hautes études. Alors, le procès de Marie-Antoinette s'inscrit naturellement, comme on l'a dit, dans le contexte de la Révolution française, et en particulier de cette année particulièrement radicale du cours de la Révolution, 1793-1794, l'épisode de la Terreur, qui est une époque à laquelle la toute jeune République française est dirigée fermement par un petit collège de révolutionnaires, qu'on pourrait dire avancés, qui sont tous membres des Jacobins. C'est une quinzaine d'hommes autour du comité de salut public, le comité de salut public qui a 12 puis 11 membres. Il y a une quinzaine d'hommes importants comme ça, des figures comme Georges Danton, Maximilien Robespierre, Camille Desmoulins et Jean-Paul Marat pour les 4 plus connus. Et le 15 janvier 1793, tous ces hommes votent la mort du roi, de l'ancien roi, du roi déchu Louis XVI. Ils répondent favorablement lorsque le jury leur demande si Louis XVI est coupable, je cite, coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État. Eh bien, ces 4 hommes et à peu près 300 autres
conventionnels, comme on disait, hein, des députés membres de la Convention nationale répondent favorablement à cette question, même si des différents conventionnels qui votent, qui demandent parfois, par exemple, la mort avec sursis. Je crois que Brissot est de ces hommes-là. Beaucoup de Girondins, oui, soutiennent cette option. Oui, c'est une position médiane. Il y a aussi des conventionnels qui ne demandent pas la mort. La mort du roi est votée vraiment sur le fil. Hein. Je me demande si c'est pas une voix près. Une voix près, et notamment une voix près qui entretient entre les factions légitimistes et orléanistes une tension, puisque dans les milieux légitimistes, on dit que c'est le cousin du roi, Philippe d'Orléans, le duc d'Orléans, qui aurait apporté cette voix qui donne à la mort sans sursis de Louis XVI la majorité. Donc, si vous voulez, c'est le premier étage de toute la maison de tension qui va se bâtir entre les deux branches de la maison de Bourbon. Oui, parce qu'on se dit finalement que c'est la voix de Philippe Égalité qui aura précipité la tête du roi dans le panier. Alors, Philippe Égalité n'aura pas un sort très heureux malgré tout, hein, puisqu'il finira sous la guillotine lui-même. Mais pour revenir donc à cette fin de procès, le 15 janvier, à peu près 300 parlementaires votent finalement la mort du roi, qui est guillotiné le 21 à Paris, et se pose alors, comme il renvoie le titre de cet ouvrage, la question de juger la reine, c'est-à-dire le procès de Marie-Antoinette. Alors je me suis intéressé au-delà du livre, quelques instants à ce que pouvaient en dire d'autres historiens. J'ai constaté, comme tu l'as indiqué Benjamin, que c'était finalement un épisode assez mineur dans le récit national, parce que, par exemple, dans son Histoire de France que Jacques Bainville a publié en 1924, l'exécution de Marie-Antoinette, ça représente 2 lignes, très exactement. Hein. Je cite Bainville, « Le procès des Girondins, auteur conscient et volontaire de la guerre à l'Autriche et à l'Europe, coïncida avec l'exécution de Marie-Antoinette l'Autrichienne. » C'est-à-dire que l'exécution de Marie-Antoinette, d'ailleurs on ne fait même pas mention du procès, hein, mais l'exécution de Marie-Antoinette est noyée de toute manière dans les événements importants de l'époque, c'est-à-dire la chute des Girondins, leur élimination politique tout d'abord, le 2 juin ou le 31 mai, je ne sais jamais, enfin dans ces eaux-là, c'est le 31 mai, oui, 1793, par la pression de la rue en quelque sorte, hein, puisque c'est les sans-culottes qui investissent la Convention et qui expulsent une trentaine de Girondins. S'ensuivent l'exil piteux des Girondins, le suicide de certains et surtout le procès et leur exécution en ce même mois d'octobre 1793 qui verra le procès et l'exécution de Marie-Antoinette. Alors forcément, la fin physique des Girondins a commencé par leur meneur Brissot, on disait plutôt d'ailleurs les Brissotins à l'époque, hein. Girondins c'est plutôt un terme historiographique. Naturellement, cette fin de la Gironde des Brissotins éclipse un peu la fin de Marie-Antoinette, et on comprend que Benjamin, un historien comme Bainville, ne s'y attarde pas beaucoup plus que 2 lignes. Non, puis Bainville, il faut rappeler que Bainville était un historien d'Action française, donc royaliste, et qu'il avait compris que Marie-Antoinette ne représentait pas l'incarnation du pouvoir royal qui était son défunt époux, et que Marie-Antoinette, donc, d'ailleurs c'est le terme que Jean-Nicolas Billaud-Varenne utilise, le terme conventionnel. Le conventionnel, quand il propose le 3 octobre 1793 de juger Marie-Antoinette, il qualifie Marie-Antoinette de veuve Capet. Donc alors c'est la première question, la question d'introduction qu'il faudrait se poser quand on traite le sujet du procès de Marie-Antoinette, c'est qui juge-t-on véritablement? Et là, quand on a une proposition qui nous dit qu'on juge la veuve Capet, ça éclipse un peu l'importance, si vous voulez, ça noircit un peu l'importance du procès, et ce qui explique également sa brièveté. Alors on additionne au fait que ce soit une veuve, que ce soit une femme, une étrangère, tout cela peut aussi expliquer la brièveté de ce procès, puisque je viens de le dire, la proposition du procès a lieu le 3 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée le 16 octobre, c'est-à-dire 13 jours plus tard, donc on a un procès
qui ne dépasse pas les 15 jours. Le caractère un peu obscur de ce procès doit être un peu remise en perspective, puisque Marie-Antoinette n'est pas n'importe quelle femme non plus. Alors bon, dans cette fin du XVIIIe siècle, son caractère féminin n'est pas pour lui donner de l'importance, mais c'est son caractère plutôt étranger qui doit être mis en évidence, puisque durant le règne de son époux de 1774 si on considère la chute de la monarchie en septembre 1792, Marie-Antoinette a aggloméré toute une série de critiques autour d'elle, alors sur son train de vie, sur les dépenses qu'elle a occasionnées et qui ont pour grande partie eu des conséquences néfastes sur le budget de l'État. Elle a aggloméré également des critiques quant à son origine, sa double origine, sa maison, c'est-à-dire les Habsbourg, qui pour longtemps, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, étaient des ennemis de la France, et son caractère également étrangère, autrichienne. Ce caractère autrichien avait soulevé des critiques que n'avait pas soulevé par exemple Marie Lesinska quand elle avait épousé Louis XV qui venait de Pologne, ou même Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne qui avait épousé Louis XIV. Donc on a aussi cette volonté de juger l'Autrichienne et de la juger pour la tuer, pour la faire disparaître. Oui, parce que c'est une époque de radicalisation de ce tribunal révolutionnaire dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui est une nouvelle instance judiciaire créée par ceux qui dirigent la France à l'époque, le comité de salut public, dont l'issue est souvent la mort. On passe à une période où les condamnés étaient acquittés à peu près 2 fois sur 3, à une période où la mort est quasiment systématique et où la guillotine fonctionne à plein. Alors il ne faisait guère de doute que dès lors où s'ouvrait le procès de Marie-Antoinette au 1er jour d'octobre 1793, l'issue serait la mort. Il me semble intéressant de revenir sur une déclaration un petit peu implicite de Maximilien Robespierre avant cette ouverture du procès le 3 octobre, parce que dès le 27 mars, en réalité, Robespierre, à la tribune de la Convention nationale, fait un discours qui semble réclamer en filigrane, réclamer implicitement un procès pour la reine, et qui parle de la reine en filigrane, sans jamais la citer. Je cite Robespierre, pas dans son entièreté, mais il dit « La punition d'un tyran obtenue après tant de débats odieux sera-t-elle donc le seul hommage que nous ayons rendu à la liberté et à l'égalité ? Souffrirons-nous qu'un être non moins capable, non moins accusé par la nation et que l'on a ménagé jusqu'ici, c'est-à-dire la reine Marie-Antoinette, je poursuis la citation, comme un reste de superstition pour la royauté, attendre tranquillement ici le fruit de ses crimes ». C'est bien Marie-Antoinette dont parle ici Robespierre, et cela entraîne progressivement, après quelques mois, la mise en place d'un procès, puisque après cette déclaration de mars, il y a donc le 13 août la réclamation par Lecointre auprès de la Convention que Marie-Antoinette soit jugée, et ensuite, tu l'as indiqué, Benjamin, cette demande formulée donc par Billaud-Varenne, et la constitution, le 6 octobre, d'une commission pour préparer le procès. Alors, de qui est-elle composée, cette commission ? Il y a Pierre Gaspard Chaumette, né en 1763, qui est procureur de la Commune de Paris, Jean-Nicolas Pache, né en 1746, qui est le maire de Paris, c'est une fonction nouvelle pour l'époque, ainsi que 2 conseillers généraux de Seine et d'un administrateur de police. Et le petit groupe se rend auprès de la reine, à la prison du Temple. Elle procède à un interrogatoire, tout d'abord du jeune Louis de France, que les royalistes appellent Louis XVII, donc le jeune Louis, c'est un petit garçon de 8 ans, c'est le fils de la reine, et les hommes de la Convention espèrent alors lui faire réitérer des accusations qu'il avait déjà formulées, qui étaient des accusations d'inceste que le garçonnet avait portées contre sa mère.
Et le 7 octobre, la commission poursuit ensuite les interrogatoires auprès de la sœur aînée, Marie-Thérèse de France, née en 1778, et de sa tante Élisabeth de France, qui est née en 1764. Et les deux femmes, elles, contestent formellement, Benjamin, les propos du jeune garçon. Il n'y a, selon elles, pas eu d'inceste. Non, alors on va, pour attaquer Marie-Antoinette, on arrive quand même dans un certain niveau de bassesse, puisque on utilise la parole d'un enfant qui n'est pas traité, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les égards qu'un fils de France aurait pu attendre. Alors il faut rappeler un peu le contexte dans lequel vit ce reste de famille, puisque Louis XVI, le père de famille, a été exécuté en janvier. Cette vie de famille a pour théâtre la prison du Temple, en plein cœur de Paris, où la famille royale est incarcérée depuis septembre 1792. Non seulement on a une incarcération, donc comment dirais-je, un désespoir carcéral, un ennui, un sentiment d'être coupé totalement de toute aide, de tout contact, notamment avec la famille de la reine. Et dans cet univers carcéral, eh bien, le petit Louis est en plus mis sous la coupe du cordonnier Simon, qui va s'occuper d'en faire un bon républicain, puisque on a peut-être oublié d'évoquer le contexte de ce que Pichot-Bravard appelle la volonté régénératrice de la Révolution française. On est dans cette période de terreur, de très grande terreur, où tout suspect n'échappe pratiquement pas à la guillotine. On est dans cette volonté de créer un homme nouveau, et donc de faire table rase du passé, c'est-à-dire tuer les tyrans, Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est le principe du totalitarisme. Voilà. Mais concernant Louis XVII, son âge justifie qu'on puisse avoir une certaine clémence et le rééduquer pour en faire un républicain. Et justement, le fait d'avoir été séparé de sa mère, de sa sœur, que Marie-Thérèse, Madame Royale, adore son petit frère et le cajole, et le fait que ce frère soit séparé de la sœur qu'il aime et de sa mère et de sa tante qui veille un peu sur ce cocon, eh bien perturbe totalement Louis XVII, qui se met à boire, on le fait boire et on lui fait raconter ce que les conventionnels veulent entendre, et on arrive à cette délation voilà, c'est l'expression que Hélène Becquet, j'ai pas envie de déclencher son nom, dans sa récente biographie sur Louis XVII, évoque, c'est l'enfant délateur qui par deux fois va formuler et reformuler donc ses accusations incestueuses envers sa mère, dont tu as rappelé qu'elles seront contestées par la sœur et par la tante du jeune garçon. Et on connaît la réponse de Marie-Antoinette à ces accusations lors du procès, quand elle en appellera à toutes les mères et qu'elle jugera ce dont on l'accuse contraire à la nature. Oui, alors effectivement, autant le procès n'est pas très connu, autant le mot de Marie-Antoinette est globalement connu. Le fait d'en appeler à toutes les mères, c'est un épisode assez bien connu de la Révolution française. Donc Marie-Antoinette est interrogée à partir du 12 octobre, et le 14, elle est amenée devant le tribunal révolutionnaire, assise dans un fauteuil. Elle décline logiquement son identité au président de séance, qui est un dénommé Hermann. Deux avocats lui sont commis d'office, qui sont Chauveau et Tronçon du Coudray. L'acte d'accusation contre l'ancienne reine lui est lu. Alors, il relève des faits connus, que sont notamment sa présence au banquet des gardes du corps dans l'orangerie de Versailles, des pourparlers qu'elle aurait eus avec des femmes de l'aristocratie et des cours étrangères, notamment. On lui reproche également son attitude durant la prise des Tuileries. Un premier témoin qui est Hébert, donc sans doute, à mon sens, vraiment le révolutionnaire le plus fanatique de cette période, plus encore que Robespierre, qui avait bien des scrupules, qui avait cet attachement
à la vertu, qui était un ascète en soi. Hébert, un petit peu comme Marat, dont il était proche d'ailleurs politiquement, était lui véritablement un fanatique, on pourrait dire même un extrémiste, ce qui le perdra d'ailleurs, parce que s'il n'était resté qu'un radical et pas un extrémiste, peut-être aurait-il pu s'en sortir différemment. Eh bien, Hébert, qui représentait cette faction extrêmement avancée du camp révolutionnaire, les hébertistes, comme on disait, les enragés, et qui chapeautait les sections révolutionnaires de la Commune de Paris, est très sévère avec Marie-Antoinette. Ce que nous explique bien c'est une source, oui, c'est un récit républicain, on peut dire, le récit d'Alphonse Esquiros en 1875 dans son Histoire des Montagnards. Esquiros, on vous en parlera le 10 septembre prochain très brièvement dans notre émission sur les élections législatives de 1871 en France, parce que Esquiros, c'était une figure de la Deuxième République, et puis il a été brièvement un préfet des Bouches-du-Rhône en 1870. Il a tenté de faire l'équivalent d'une commune avant l'heure, avec sa Ligue du Midi, pour essayer de poursuivre la guerre. Eh bien, Esquiros, tout républicain qu'il est, et donc peu suspect de royalisme, évoque ainsi le témoignage d'Hébert comme étant d'une grande dureté, pire que la condamnation à venir. Voici ce qu'en dit Esquiros. « Plus cruelle 1000 fois que la peine de mort fut la calomnie portée par cet homme, nous parlons d'Hébert, contre Marie-Antoinette. Le dauphin, âgé de 8 ans, donc le jeune Louis XVII, dépérissant de jour en jour. Simon, son gardien, un cordonnier, l'aurait surpris se livrant à un acte honteux, et l'enfant aurait avoué qu'il devait cette funeste habitude à sa mère et à sa tante. » Alors, il y a des témoignages divergents. Soit qu'on l'accuse de s'être masturbé, soit qu'on l'accuse d'avoir couché avec les deux femmes, ce que les femmes nient fortement, bien sûr. Je poursuis la citation. « Cette déclaration aurait été renouvelée par lui en présence du maire de Paris et du procureur de la commune. Ici, il y a de cyniques détails que la plume se refuse à transcrire. » Benjamin, ça montre bien la dureté du témoignage d'Hébert. Même un républicain avancé comme Esquiros, quelques décennies plus tard, se refuse à transcrire toute l'entièreté de ces témoignages. On est, oui, dans un procès qui est confié à, que tu as dit, la frange la plus extrémiste, pour reprendre ton terme, des révolutionnaires. Et donc on a cette volonté, quitte à tromper la vérité, à faire condamner Marie-Antoinette. Alors la question qu'on peut se poser, parce que là nous avons le procureur de la commune, Chaumette, dont on a parlé, nous avons le président du tribunal, Herman, on a l'accusateur public, le fameux Fouquier-Tinville. On peut se demander qui est du côté de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette n'a-t-elle pas une défense? N'a-t-elle pas peut-elle pas, solliciter au moins l'intérêt des cours étrangères pour quand même essayer de se sortir? Ou la brièveté du procès répond déjà à sa question. C'est que le procès ne durant pas plus de 12 jours, l'organisation d'une défense a été très très brève également. Il y a quand même un avocat, Chauveau-Lagarde, qui sera affecté à la défense de Marie-Antoinette. Et on voit que cette défense diffère véritablement de la défense qui avait été celle de Louis XVI, avec De Sèze, avec Malesherbes, où Louis XVI a pu entretenir des relations, procurer des témoignages, avoir des entretiens avec ses avocats. Ici, Marie-Antoinette, le fait que le procès soit court n'a pas permis d'organiser une solide défense, à plus forte raison que les accusateurs en face étaient des extrémistes. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que les cours étrangères ont réagi? Là, c'est la situation un peu extérieure. Sous Louis XVI, la guerre était loin d'être gagnée contre les cours qui s'étaient levés et avaient levé leurs troupes pour mater la Révolution française. Et bien là, nous sommes la situation s'est totalement retournée. Ce sont les troupes révolutionnaires qui ont d'ailleurs triomphé dans le bocage vendéen, qui se mettent à conquérir la Savoie, l'actuelle Belgique, le Luxembourg, et donc les cours étrangères, et notamment la cour du neveu de Marie-Antoinette, l'empereur François,
à Vienne, ont d'autres chats à fouetter, l'expression était peut-être un peu triviale, mais ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper véritablement du sort de Marie-Antoinette. Donc oui, il y a eu une défense, un avocat, mais non, ça n'a absolument pas été suffisant et on ne pouvait pas espérer que Marie-Antoinette ne s'en sorte autrement que par une condamnation à mort. Effectivement, l'issue du procès ne faisait aucun doute, comme on l'a rappelé en introduction, ce ne pouvait être que la guillotine. Juste pour revenir sur l'un des accusateurs, Hébert, 3 choses qui me reviennent en tête. C'est tout d'abord le portrait qu'en a fait assez justement ce téléfilm en 2 parties bien connu de 1989, La Révolution française. Hébert y est dépeint comme... la description physique n'est pas très juste, puisque beaucoup de ces personnages avaient des perruques à l'époque. Bon, là, on y voit un homme avec des cheveux très longs, c'est sans doute incorrect historiquement. Mais Hébert y est dépeint non seulement comme un fanatique, mais aussi quelqu'un d'assez jouisseur, et on voit qu'il est de connivence avec Danton, qu'il est trop content de pouvoir faire ce fameux coup d'État, entre guillemets, contre le conseil municipal de Paris, où on voit que Hébert préside la séance. On y voit d'ailleurs Hébert faire l'accusateur public contre Marie-Antoinette. C'est un portrait assez juste d'Hébert. Deuxièmement, il me semble qu'Hébert, c'était dans sa jeunesse, un polémiste, un journaliste raté un peu. Je me demande s'il n'avait pas d'ailleurs aussi travaillé comme hôtelier ou quelque chose comme ça, et qu'il avait été mal payé ou renvoyé, je ne sais pas, mais c'était quelqu'un d'à la fois de petites conditions, aigri, ambitieux, et qui avait trouvé, comme un certain nombre de figures de la Révolution française, dans le contexte de la Révolution et les opportunités politiques qu'elle offrait, le moyen de s'élever socialement. Et on comprend donc, je ne sais pas si on la comprend, mais oui, je pense qu'on comprend en partie l'hubris de ces hommes, les excès de confiance en eux, les excès de domination, de soif, de pouvoir d'une partie de ces hommes. Parce que l'époque étant un grand chaos politique et social, elle ne pouvait conduire qu'à des excès de ce type. Et puis, troisièmement, il me semble, j'en suis sûr d'ailleurs, que Hébert, et ça montre aussi l'anarchie de l'époque, je ne dirais pas qu'Hébert c'était un républicain avancé, c'était sans doute strictement un révolutionnaire et un fanatique. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très attaché à ce que le régime fût républicain. Je suppose qu'il s'en moquait un petit peu. Mais c'était forcément un anti-royaliste de fait. Et bien de quoi Hébert est-il accusé avant de passer sous la guillotine? Il est accusé de royalisme par ses ennemis politiques. Ça montre que tout était bon à l'époque, dans un camp comme dans un autre, même si les Girondins l'ont un petit peu moins fait, mais tout était bon au sein des Jacobins qui se menaient des luttes intestines pour faire tomber ceux qui étaient en face. Et Hébert, comme cela, a été accusé de royalisme. Alors pour revenir sur notre sujet, Marie-Antoinette et son procès, tu as cité, Benjamin, cette réponse très connue de l'ancienne reine, qui en appelle à toutes les mères. En amont, elle déclare « La nature se révolte devant une telle supposition ». Robespierre lui-même semble alors s'indigner de la déclaration qui a été faite par Hébert. Et quant aux autres témoins, il se voit opposer des dénégations par la reine, de même que le président Hermann. On reproche alors à Marie-Antoinette, y compris des faits assez insignifiants. J'ai noté par exemple qu'on lui reprochait un portrait d'elle qui avait été réalisé par un peintre polonais du nom de Goestier durant son séjour au Temple. Et on avait cru que dans ce procès, dans ce contact avec ce peintre, en fait, c'était une manière d'obtenir des nouvelles de ce qu'était à Coblence, des artisans de la contre-révolution. C'est peut-être vrai, enfin ça reste assez insignifiant comme reproche. Eh bien, ça a fait partie de l'acte d'accusation. Ce qui fait que tout était pipé, joué d'avance. Et le 15 octobre, le jugement est prononcé, c'est la mort par guillotine. Marie-Antoinette ne semble manifester aucune émotion. On la conduit au cabinet des condamnés à mort de la conciergerie. Et les sections de la Commune de Paris sont appelées, elles se tiennent prêtes.
Marie-Antoinette sort de la conciergerie le 16 octobre à 11h, en déshabillé de piquet blanc, indique Esquiros, conduite comme il est d'usage dans une charrette, avec un prêtre qui l'accompagne. Alors symboliquement, c'est un prêtre constitutionnel, c'est-à-dire un prêtre jureur, ce qui peut prêter à sourire. Et donc, Benjamin, le coup près tombe à 12h15. Alors, quelles sont les conséquences politiques de cette mort de la reine, qui est, comme tu l'as dit, moins spectaculairement ressentie que la mort du roi? La première action peut-être qui traverse l'esprit des révolutionnaires, c'est que la mission est accomplie. C'est-à-dire que le couple royal dans son intégralité a disparu. Alors, je reprends ce que j'ai dit. La figure majeure, c'était tuer l'incarnation du pouvoir royal qui avait été consacré par le sacre. C'était Louis XVI, bien que Marie-Antoinette Marie-Antoinette n'avait pas été sacrée. Seul Louis XVI avait été sacré. Donc c'était Louis XVI, mais Marie-Antoinette est également exécutée, et donc la satisfaction d'avoir terminé le travail. Ça va désunir encore un peu plus cette famille sur laquelle le ciel tombe, puisque la figure maternelle va disparaître. Et on a parlé de Madame Royale. Madame Royale et sa tante Madame Elisabeth vont devenir les chefs de ce foyer réduit dans lequel Louis XVII va être extirpé. Et on connaît la fin tragique de Louis XVII, meurt pratiquement à l'abandon de tuberculose en juin 1795. Donc ça, c'est la première conséquence. C'est une conséquence assez atroce pour le reste de la famille. On sait que Madame Elisabeth sera guillotinée également après un procès très rapide. En 1794. Et que Madame Royale sera échangée avec l'Autriche contre des prisonniers révolutionnaires et grandira à la cour d'Autriche avant de suivre Louis XVIII, devenu l'héritier du trône après la mort de Louis XVII en Russie, et de se marier avec le duc d'Angoulême, le futur Louis XIX. Les conséquences politiques de cette exécution et de ce procès, c'est une radicalisation encore un peu plus, s'il était possible, encore un peu plus aiguë des révolutionnaires. Alors on a parlé d'Hébert. Le fait que Robespierre ait été un peu écœuré des accusations annonce déjà un peu la suite des événements. La chute de la faction hébertiste, l'extinction des sans-culottes et le règne sans partage des amis de Robespierre. Donc le contexte politique, pour résumer, c'est véritablement la prise de pouvoir de la montagne et la chute de toutes les oppositions politiques. L'opposition royaliste est muselée depuis plusieurs mois, mais la faction dantoniste, girondine et hébertiste disparaît également. C'est ça, donc successivement, les Girondins en juin 1793, même s'ils sont jugés en octobre, condamnés en octobre, puis je pense les hébertistes, puis les dantonistes en mars-avril 1794. Il y a donc, comme tu l'as signalé, Benjamin, plus que la domination sans doute de la montagne, la domination d'une partie de la montagne qui a réussi à éliminer toute concurrence, que sont ce qu'on peut appeler les robespierristes, entre avril et juillet 1794. Des hommes comme Robespierre, naturellement, y compris son frère d'ailleurs, des hommes comme Saint-Just, l'archange de la Révolution, un jeune homme de 27 ans à peine. Le jeune âge explique d'ailleurs sans doute le fanatisme en partie de ces hommes. J'ai parlé de Marat. Marat était plus âgé, mais Saint-Just était sans doute pour le coup fanatique parce que jeune. Des hommes également comme Couteau, qui est un esprit plus réfléchi, qui est je crois, un homme de science, qui est assez connu, Couteau, parce que c'est une personne handicapée. Alors il avait un petit fauteuil roulant assez amusant avec des manivelles. Bon, il est connu pour ça, mais c'était aussi une figure politique de la Convention, membre du comité de salut public. Et puis il y a eu quand même beaucoup de retournements dans cet univers-là. Il ne faut pas vous figurer des
des partis politiques avec des frontières étanches, hein, par exemple. Un homme comme Barrère va naviguer comme ça de la Plaine jusqu'aux Jacobins, avoir parti lié à Robespierre, et puis prudemment s'éloigner de Robespierre quand viendra Thermidor et qu'il faudra accuser Robespierre. Il figurera parmi les survivants et parmi ceux qui accusent Robespierre. Je crois que Barrère mourra dans les années 1830. Hein, ça fait partie de cette partie des révolutionnaires qui se sont bien tirés, y compris après la terreur, après le conciliant, etc. Bref, cette phase de radicalisation ne s'achève véritablement qu'après ce qu'on appelle Thermidor, hein, ces jours du 27-28 juillet 1794, et finalement une sorte de consensus bourgeois qui donnera ensuite les 4 années de gouvernement du Directoire entre 1795 et 1799. Le souvenir de la mort de la reine est assez ténu, hein, parce qu'il y a eu tellement d'événements de politique intérieure, parce qu'on l'a pas évoqué, mais il y a quand même la Vendée militaire, il y a le fait qu'il y ait des révoltes fédéralistes à Lyon, je pense à Caen aussi, la ville de Toulon est livrée aux Britanniques, enfin, il y a vraiment un contexte de politique intérieure et de politique extérieure, naturellement, malgré certaines victoires, naturellement, comme Valmy et plus encore Jemmapes ou Fleurus. Il y a eu tellement d'événements politiques que forcément, là-dedans, cet événement, naturellement, apparaît comme assez mineur, d'où le fait que, finalement, dans l'opinion générale, on en sache assez peu. On connaît bien sûr le procès de Louis XVI, on connaît l'exécution de Louis XVI, qui est assez spectaculaire. On connaît assez peu, dans la culture populaire, ce qu'il est advenu de Marie-Antoinette. Il faut dire aussi que Marie-Antoinette, on ne l'a peut-être pas assez mentionné, même si tu l'as brièvement indiqué, Benjamin, n'était pas forcément une figure, je pense, très appréciée des Français, puisqu'elle avait ses différents sobriquets, de l'autrichienne, etc. On l'a jugée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une souveraine tout de même étrangère, dispendieuse, qui aimait bien la fête, qui aimait bien dépenser l'argent qui n'était pas le sien, qui était l'argent de son mari, et donc l'argent de l'État, et donc les contributions que cette immense masse paysanne des 96% de Français lui donnait. Cette image un peu, c'est pas cette légende noire, mais cette image un petit peu négative de Marie-Antoinette a peut-être contribué, Benjamin, c'est une réflexion que je me fais, je ne sais pas si tu la partages, au fait que la fin de Marie-Antoinette émeut sans doute moins que celle de Louis XVI. Oui, alors toutes ces raisons, le caractère dispendieux de Marie-Antoinette, son caractère étranger, le trait a été vraiment souligné et ressouligné pendant ce procès. Au niveau des dépenses de la Cour, Évelyne Levert avait indiqué que dans le budget de l'État, la part était de l'ordre de 6%. Donc, factuellement, ce n'est pas la Cour et Marie-Antoinette qui ont contribué à la situation économique désastreuse que Necker a trouvée en 1789. Non, cette légende un peu brève des personnages que l'histoire a retenus, alors qu'il faudrait affiner justement affiner et contraster cette image de la reine dépensière qui ne gouverne pas, qui est amie des plaisirs, etc., qui aurait eu une liaison avec ce chevalier suédois qui était Fersen. Mais aujourd'hui, si on replace Marie-Antoinette dans la perspective historique qu'on a, la perception historique que nous avons aujourd'hui, il est vrai que sa mort est moins émouvante ou ne frappe moins que la mort de Louis XVI. Louis XVI est vraiment mort comme bon chrétien, comme un peu comme Charles Ier avait été mort Charles Ier d'Angleterre. Charles Ier d'Angleterre avait été mort sur le billot. Il avait indiqué le moment précis où le bourreau devait lui trancher la tête avec la hache. Donc il y a cette perception de détachement, d'abandon total chez Louis XVI qui frappe un peu moins chez Marie-Antoinette, puisque Marie-Antoinette, on lui colle encore cette réputation
un peu moins chrétienne que Louis XVI, alors que Marie-Antoinette avait été élevée quand même à la cour d'Autriche, qui était la monarchie peut-être la plus respectueuse des préceptes de l'Église. Donc, on en tire un bilan contrasté. On en est presque à la lecture de ces livres d'Emmanuel de Varesquiel, un peu gêné de la perception dont on a de Marie-Antoinette aujourd'hui, au vu de ce qu'elle a enduré durant ces 15 jours. Mais la leçon de l'histoire, c'est que ces 15 jours où Marie-Antoinette est véritablement sans défense, enfin pratiquement sans défense, elle sait qu'elle va mourir, elle n'est pas étonnée quand est prononcée sa condamnation en mort, mais alors ces 15 jours de renoncement total ne parviennent pas à laver sa réputation noire qui persiste dans nos livres d'histoire. Oui, il est vrai que, au-delà de ça, la culture populaire ne participe sans doute pas à redorer, à la fois redorer l'image de Marie-Antoinette et à nous aider à envisager que sa mort comme un événement historique important. Je pense à un film assez récent et assez peu historique en réalité, comme le film qui s'appelle Marie-Antoinette, qui est un film de 2011, un film américain avec Kirsten Dunst dans le rôle titre. Ça montre quand même une vision assez anhistorique et assez dédurée de Marie-Antoinette, qui n'aide pas sans doute à avoir un jugement raisonnable à la fois sur la Révolution française et une figure comme Marie-Antoinette. À tout prendre, et pour revenir sur ce téléfilm de 1989, l'actrice américaine dont je n'ai plus le nom, mais qui est une actrice connue, qui joue Marie-Antoinette... Jane Seymour, il me semble. Jane Seymour, oui, c'est ça. Qui est connue pour Dr. Quinn, une série sur le Far West, est beaucoup plus réaliste dans le portrait qu'elle incarne de Marie-Antoinette. On y voit d'ailleurs cette célèbre tirade que tu as dit, Benjamin, sur le fait que la reine en appelle à toutes les mères après les accusations infamantes qui sont portées par elle, par Marat contre elle, concernant son fils. Voilà, chers amis auditeurs, c'était notre bilan de ce livre d'Emmanuel de Varesquiel, historien bien connu de la période, même s'il a traité des figures plus anciennes comme Richelieu, et puis des événements bien postérieurs comme la Restauration. C'était donc notre chronique littéraire sur Juger la reine, ouvrage de 2016 d'Emmanuel de Varesquiel, qui nous a permis aussi, au-delà de la lecture de livres, de faire un petit aperçu de ces dernières semaines de vie de l'ancienne reine Marie-Antoinette, et puis quelques rappels utiles à la fois sur la Révolution française et sur la Terreur. On l'avait évoqué cet épisode, vous vous en rappelez, je crois que c'était le 5 avril dernier, dans notre émission sur Robespierre. Maximilien Robespierre, une figure que nous avons naturellement évoquée dans cette émission, même si elle n'était pas centrale aujourd'hui. On a un petit peu plus parlé de Marat, qui était un peu... c'est un lapsus révélateur d'Hébert. Si j'ai dit Marat par erreur, c'est que Marat et Hébert participaient un peu plus... participaient de la même inclination politique. Marat était sans doute un peu plus idéologue qu'Hébert. Hébert était sans doute un peu plus profiteur que Marat. Voilà, chers amis auditeurs, merci pour votre écoute. Merci aussi pour votre fidélité, votre écoute assez nombreuse sur une de nos dernières émissions sur Blanche de Castille que nous avons animée avec Benjamin, puisque elle cumule à peu près 500 écoutes, c'est pas trop mal. Et nous vous donnons rendez-vous donc dans quelques jours, le 10 septembre prochain, Benjamin, pour une émission que je te laisse nous présenter, qui est consacrée aux élections législatives de 1871 en France. Peut-être peux-tu indiquer quel était le contexte politique dans cette année terrible, 1871. Année désastreuse pour la France, puisque la défaite de Sedan, de Napoléon III à Sedan le 1er septembre 1870 annonce les déconvenues futures et la chute du Second Empire. Et donc c'est dans une situation politique très incertaine que le gouvernement national républicain, qui s'était proclamé le 4 septembre 1870 à Paris, convoque les électeurs pour élire une Assemblée nationale
dont la mission première ne sera pas de faire les lois, mais de doter la France d'un nouveau régime. Et la question centrale du régime sera l'une des tractations parlementaires qui s'étendra de 1871 jusqu'à l'adoption des lois Vallon en 1875. Donc voilà, cette élection est passionnante. Ces élections, parce que nous verrons qu'il y en a plusieurs, il y en a deux, sont passionnantes à plusieurs égards. Et elles sont également marquantes dans le sens où le royalisme est encore très persistant et que les idées de gauche républicaine, dans ces diverses nuances politiques, composent ces deux tendances l'Assemblée qui sera élue en février 1871 et en juillet 1871. Donc voilà, c'est de cette émission, carte, hémicycle et infographie à la pluie, que nous vous présenterons dans ce nouveau concept d'émission que nous appelons au singulier élection marquante. Oui, exactement. Élection marquante, c'est un concept d'émission qu'on vous proposera à partir donc du 10 septembre, avec donc comme première émission cette séquence électorale impressionnante de 1871, qui sont, pour compléter ton commentaire, Benjamin, à mon sens, à la fois les élections les plus anarchiques de l'histoire de France, convoquées en une huitaine de jours à peine, et les élections les plus conservatrices dans leurs résultats, puisqu'on a l'Assemblée la plus à droite, même un exemple très contemporain de nous, les élections législatives de 1993 par exemple, qui impressionnent un peu, font assez peu de choses à comparer à cette Assemblée de 1871. Ces élections au pluriel, tu l'as dit, Benjamin, puisqu'il y a le scrutin du 8 février 1871, les complémentaires du 2 juillet, et puis dans le département de la Manche, c'était tellement anarchique qu'on les a même déplacés au 9 juillet. Donc vous verrez qu'il y a deux séries d'élections, plus une petite élection en Normandie. Voilà, chers amis auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous donc le 10 septembre pour les élections législatives françaises de 1871. Merci Benjamin. Merci Gauthier.